La parole est à toi, Nicolas. En ce jour de deuil national, nous ne pouvions commencer cette conférence sans une pensée pour un président de la République qui, le premier, aura considéré comme majeure la question climatique. Nous vous proposons de regarder un court extrait d'un discours de M. Chirac, à l'issue duquel nous observerons une minute de silence. Merci beaucoup pour ce moment, cette minute de silence qui a été formidablement respectée. À la fin du mois d'août, le gouvernement indonésien a annoncé avoir pris la décision de déplacer la capitale du pays, Jakarta, sur l'île de Bornéo, située près de 2000 km, à près de 2000 km de sa position actuelle. Cette entreprise, aux coûts faramineux et aux conséquences environnementales absolument désastreuses, est rendue nécessaire par la disparition progressive de la ville engloutie par les flots. Ce phénomène, qui s'explique notamment par l'augmentation significative du nombre de catastrophes climatiques qui touchent la ville, ouragans et inondations de plus en plus violents, est en passe de s'accélérer sous l'effet de la montée progressive du niveau des océans. Car en effet, l'élévation du niveau de la mer n'est désormais plus envisageable uniquement comme une problématique du futur, c'est un mécanisme dont les conséquences se font ressentir dès aujourd'hui et contre lesquelles il faut d'ores et déjà se prémunir. C'est pourquoi le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, aussi appelé GIEC, dont vous avez probablement déjà entendu parler suite aux études publiées en 2018 portant sur les conséquences d'un réchauffement climatique de plus de 1,5 degré, a été mandaté pour établir un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans un contexte de changement climatique. L'objectif de ce rapport est de comprendre plus précisément les mécanismes ainsi que les conséquences du réchauffement climatique sur les océans, leurs écosystèmes et sur les communautés humaines afin de s'adapter aux changements que cela va engendrer. Fidèles à leurs habitudes, les scientifiques du GIEC dressent une série de constats plus alarmants les uns que les autres sur l'état de notre planète et soulignent l'urgence d'une action coordonnée et durable afin d'endiguer les changements profonds et irréversibles des océans et de la cryosphère. Fonte du permafrost, élévation du niveau des mers, réchauffement des océans, disparition de la biodiversité marine ou encore migration forcée de plusieurs centaines de millions de personnes sont autant d'éléments mis en avant dans le rapport et qui montrent les conséquences désastreuses et irréversibles que peut entraîner le réchauffement climatique si rien n'est fait pour le ralentir durablement. Dans le but de commenter au mieux les conclusions et les enjeux mis en avant dans le dernier rapport du GIEC, nous avons le plaisir de recevoir Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, dont la fondation, créée en 2006, œuvre au niveau international pour la protection de l'environnement, dans le but de limiter les effets du changement climatique, de préserver la biodiversité et de gérer les ressources en eau. Car en effet, Monseigneur, en plus d'être un souverain respecté dans le monde entier et un formidable sportif, vous êtes un formidable défenseur de l'environnement, soutenant toutes les actions visant à lutter contre les changements climatiques. Car comme vous l'avez vous-même dit, nous aurons besoin de multiplier les initiatives, des plus confidentielles aux plus globales, des plus classiques aux plus innovantes. Tel est aujourd'hui notre destin, le destin de nos générations, prendre ces problèmes à bras-le-corps pour sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard.
Vous êtes également le premier dirigeant en fonction, ainsi que le premier monarque de l'histoire à avoir mené des expéditions aux deux pôles, expéditions que vous avez menées pour alerter l'opinion publique sur l'urgence climatique. Mais vous n'êtes pas le seul ce soir à avoir visité les régions désertiques les plus froides et les plus hostiles de notre planète, car notre deuxième invité n'est autre que Nicolas Vanier, grand aventurier, écrivain et réalisateur qui a mené un nombre faramineux d'expéditions dans les régions situées les plus au nord de notre planète. Très jeune, vous découvrez, Monsieur Vanier, une passion pour le Grand Nord et partez dès l'âge de 21 ans explorer la Laponie à pied. Vous menez ensuite de très nombreuses expéditions au Canada, en Alaska et en Sibérie, et prenez part à plusieurs courses de chiens de traîneau parmi les plus difficiles au monde. Vous ramenez de vos expéditions nombre de documentaires et longs métrages dans lesquels vous montrez à la fois la vie des habitants de ces régions reculées, mais aussi la beauté de ces vastes étendues sauvages qui vous passionnent tant. Ensuite, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe numéro 1 de recherche du GIEC. Après avoir intégré l'école centrale Paris, vous poursuivez, Madame Masson-Delmotte, une thèse au CEA portant sur l'évaluation de la fiabilité des simulations des climats du passé, en vous basant sur les informations contenues notamment dans l'eau des calottes glaciaires du permafrost. Dès lors, vous aussi, vous partez à l'exploration du Grand Nord, puisque vous menez 2 expéditions au nord-ouest du Groenland, afin de reconstituer le climat qui régnait sur Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Vous avez également toujours eu à cœur de faire propager votre connaissance du climat. C'est pourquoi vous avez écrit plusieurs ouvrages à destination du grand public et de la jeunesse, mais aussi de lutter contre le climato-scepticisme, adressant notamment au gouvernement une lettre ouverte, la lettre des 400, l'incitant à réagir suite aux attaques de certains scientifiques ne croyant pas au réchauffement climatique. Pour vos travaux et vos engagements, vous avez reçu de nombreuses distinctions. Vous êtes notamment cité parmi les 10 scientifiques ayant le plus marqué l'année 2018 par le réputé magazine scientifique Nature. Et vous avez reçu cette année la médaille d'argent du CNRS, récompensant des scientifiques pour la qualité et l'importance de leurs travaux au niveau international. Enfin, son Excellence, M. Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire chargé de mission auprès du ministère d'État monégasque et vice-président de la Fondation Albert II de Monaco, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Après avoir obtenu un diplôme d'études supérieures en sciences politiques à la faculté de droit de Paris, vous intégrez, Votre Excellence, le ministère de l'économie française en 1967. Vous décidez de revenir à Monaco, votre pays natal, 2 ans plus tard, où vous occupez plusieurs postes au sein du gouvernement, devenant tour à tour ministre chargé de la coopération internationale pour l'environnement et le développement, puis chargé de mission auprès de ministres d'État pour le développement durable. Vous connaissez mieux que quiconque les ravages causés par le réchauffement climatique sur les océans, puisque vous présidez l'initiative internationale pour les récifs coralliens, ainsi que le mécanisme de financement de Medfund visant à développer les aires marines protégées de la Méditerranée. Ensemble, nos 4 invités auront l'opportunité de vous faire saisir, à travers leurs expériences propres, les bouleversements que les transformations des océans et de la cryosphère sont susceptibles de causer sur nos modes de vie, et ainsi de proposer des solutions pour agir rapidement et efficacement contre le réchauffement climatique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne conférence. Merci Nicolas pour cette belle introduction. Comme vous l'avez compris, nous n'avons pas 4 invités, mais 3 invités. Mais son Excellence, M. Fautrier, nous fait l'honneur de sa présence dans le public. Je voulais d'abord vous remercier, Madame Masson-Delmotte, Monseigneur, et M. Vanier de votre présence, et vous proposer, si vous le souhaitez, de réagir à la courte introduction qui a été faite juste avant. Écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie infiniment de cette invitation et d'avoir organisé ce moment d'échange et de partage. Je suis heureux d'être ici, bien sûr, aux côtés de Nicolas Vanier, que je ne connaissais jusqu'ici que par ses exploits et que par ses films et ses livres. Mais je retrouve... voilà, je suis très heureux d'enfin pouvoir vous connaître. Et puis d'être à côté aussi de
de Valérie Masson-Delmotte, qui non seulement est une ancienne de cette maison, votre voisine professionnelle, mais qui a aussi contribué de façon essentielle à l'élaboration de ce rapport si important du GIEC sur les océans et la cryosphère, qui a été présenté, comme vous le savez, en Principauté de Monaco il y a un petit peu plus d'une semaine. Et je vous remercie encore pour tout le travail que vous et vos collègues avez fait pour ce rapport que nous attendions tous avec une grande impatience. Écoutez, je crois que l'heure n'est plus... Alors, bien sûr, on peut parler, et nous allons en parler, de ce rapport, mais je crois que l'heure est importante. Je crois qu'on est un petit peu tous à la croisée des chemins. On sait, on le savait, on le pressentait déjà un peu, mais on est vraiment face à une situation tout à fait alarmante et que nous avons très peu de temps devant nous pour essayer d'atténuer les choses ou d'essayer de les améliorer, mais ça prendra beaucoup de temps. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne tous conscience de cela et qu'on travaille tous ensemble pour trouver les meilleures solutions non seulement pour le climat, mais pour l'environnement en général, et qui découle des conséquences de ces altérations dans nos systèmes climatiques. Mais je crois aussi que c'est alors c'est à la fois, bien sûr, une période qui peut être considérée comme étant critique, mais je crois que c'est une formidable opportunité aussi, et qu'il faut saisir cette opportunité. C'est ce que j'ai pu dire dans mes remarques lorsque j'ai participé à l'ouverture de l'Assemblée générale du GIEC, quelques jours avant la présentation du rapport. Comme le disait la grande océanographe américaine Sylvia Earle, it's the worst time, but it's also the best time. C'est la période la plus difficile, mais c'est aussi la période que l'on pourrait considérer comme étant la plus belle et la plus excitante, parce qu'il y a encore un espoir. Il faut se servir de cela pour envisager l'avenir, envisager les meilleures solutions pour notre avenir. Voilà. Je laisse la parole aux autres. Écoutez, bonjour à tous. Très honoré d'être ici à côté d'un plateau aussi prestigieux. C'est Jacques Chirac lui-même qui, en me remettant une décoration, m'avait présenté comme un ambassadeur de la nature. Moi, je ne suis pas un homme politique, un décideur politique, ni un scientifique, mais j'ai effectivement passé une très grande partie de ma vie, pour ne pas dire toute ma vie, dans la nature, et notamment dans ces zones extrêmement fragiles que sont ce que j'appelle poétiquement les pays d'en haut. Et j'ai donc été effectivement un témoin assez particulier, privilégié, si je puis dire, d'une évolution qui, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, m'a alerté, d'abord petitement, puis moyennement, puis grandement, et qui m'a poussé à devenir ce qu'on appelle communément un défenseur de l'environnement, ou plutôt une sorte d'alerteur. Alors effectivement, moi je partage bien évidemment cette inquiétude. J'ai envie de partager aussi cet enthousiasme qui est qu'aujourd'hui nous devons changer de système. L'impression que j'ai, c'est qu'à chaque grande réunion sur le climat, quel que soit l'incontestable des rapports qui sont donnés, notamment par le GIEC, les États, le monde sort une petite boîte à outils pour réparer des pièces d'une voiture, alors que c'est la voiture qu'il faut changer, le système qu'il faut changer. Et pour reprendre ce que vous venez de dire, je trouve effectivement que la période, elle est à la fois dramatique au regard des prévisions, des simulations qui sont faites sur l'avenir, et en même temps enthousiasmante, parce qu'on est en train de vivre un moment incroyable où il va falloir changer, décider de changer. J'espère que nous allons changer. Et donc, je suis ravi de savoir que nous allons, au-delà de l'inquiétude, parler aussi d'avenir tout à l'heure. Voilà.
D'abord, merci de me permettre d'être là. Et en fait, moi, je veux être la porte-parole de tous ceux qui ont contribué à faire cette évaluation rigoureuse, exhaustive, transparente et objective de l'état des connaissances. C'est vraiment le mandat des rapports du GIEC. C'est aussi un appel, c'est-à-dire que si cet état des connaissances n'est pas lu, n'est pas enseigné, n'est pas partagé, il ne sert à rien. Donc on a besoin de vous. On a besoin de vous qui avez la chance en particulier de faire des études pour être des relais, pour porter cette parole de la science, pour exiger qu'elle soit prise en compte et non pas ignorée. Ce rapport, en fait, sur les océans et la cryosphère, il nous montre que ce sont des systèmes en fait, qui nous soutiennent, tous directement et indirectement. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du climat. Ils sont sous pression. Sous pression, ils ont pris vraiment le coup du changement climatique et nos activités affectent le climat depuis le sommet des hautes montagnes jusqu'au fond des océans, partout, même dans les endroits les plus reculés, des terres d'aventure. Partout, en fait, on voit les conséquences du changement climatique. Ce qui va se passer dans l'océan, dans la cryosphère, ça va aussi nous affecter tous, directement ou indirectement. Je pense que c'est un message important. Et la conclusion de notre rapport, approuvée par tous les représentants de tous les gouvernements, c'est la suivante. Il y a urgence à agir de manière ambitieuse, coordonnée et de manière tenace. Pourquoi? Parce que ces changements, certains sont déjà inévitables. Il va falloir faire face, faire avec un climat qui change, des glaciers qui reculent, des océans qui changent, un niveau des mers qui monte. Mais à long terme, les évolutions à venir, elles dépendent de ce qu'on va faire et au premier lieu, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour ça, on a besoin de vous. Merci beaucoup pour ces trois introductions très enrichissantes. Nous avions envie de commencer par parler un petit peu de votre expérience, Monsieur Vanier et Monseigneur, de votre expérience dans ces zones sinistrées et de vos voyages. Monseigneur, vous avez réalisé beaucoup de voyages grâce à votre fondation. Monsieur Vanier, vous effectuez votre premier voyage dès 1983 en Laponie. On aimerait vous demander quels sont les signes que vous avez déjà remarqués du réchauffement climatique sur à la fois les zones polaires et les zones océaniques. Et Madame Masson-Delmotte, on vous invitera ensuite à nous expliquer quelles sont les raisons scientifiques de ces signes avant-coureurs observés sur le réchauffement climatique. Écoutez, je crois très simplement, et ça c'était avant que ma fondation ne voit le jour, mais j'avais envie de découvrir les régions, d'abord les régions arctiques, aussi en hommage à mon trisaïeul, le prince Albert Ier, qui avait mené plusieurs expéditions océanographiques en océan Arctique, et d'aller au Spitzberg en premier lieu. Après, c'était à l'été 2005, et de pouvoir comparer, ne serait-ce que comparer simplement une photographie qu'il avait prise lui-même en 1906 lors de sa dernière expédition d'un glacier au nord du Spitzberg, le glacier Liliuk, et de constater de mes propres yeux, de nos propres yeux, avec toutes les personnes qui m'accompagnaient, que ce glacier avait reculé de quelques 6 km. Voilà, là on peut déjà se poser des questions. Mais puis après, de voir, et ça, je pense que Nicolas Vanier ne me contredira pas, lorsqu'on est sur la banquise, et donc là c'était au printemps 2006, lorsqu'avec les 7 autres personnes qui faisaient partie de cette expédition en chien de traîneau de la base russe de Bornéo jusqu'au pôle Nord. Là, on voit quand même que le printemps, de ce que j'avais pu savoir avant d'y aller, en parlant à d'autres personnes qui étaient allées en Arctique en général, mais aussi au pôle Nord, et bien on voyait que déjà à cette époque-là, je pense que ça s'est empiré depuis, et bien les signes du printemps arctique sont que la glace est beaucoup plus mince, qu'il y a beaucoup de zones d'eau ouverte, et qu'on voit très peu d'animaux, et surtout que c'est un exercice un petit peu dangereux.
parce que plusieurs fois, on est passé d'une plaque de glace à l'autre, et ces plaques se sont écartées juste après notre passage. Donc, voilà, on voit dans ces régions-là, je crois, des changements qui vont en s'accélérant. On sait très bien que la couverture de glace maintenant en Arctique est beaucoup plus, beaucoup plus réduite en été qu'auparavant, là, bien sûr. Et puis après, bon, quand on va dans d'autres régions du monde, il y a d'autres signes. Pour parler des océans, là, bien sûr, on constate eh bien, que la température de l'eau un petit peu partout dans le monde est en augmentation. Et il y a beaucoup d'écosystèmes qui ne supportent pas ces variations de température et qui sont en grand danger. Bien sûr les coraux, mais d'autres espèces aussi. Vous me demandez de quoi j'ai été le témoin. Il va me falloir choisir, sinon ça nous emmènerait jusqu'à demain matin, malheureusement. Vous citez quelques exemples très concrets de ce qui m'a le plus marqué, avec la fonte du permafrost, dont on sait qu'elle peut être de 90% ou plus à la fin de ce siècle. J'ai traversé, survolé, vu ce qu'on appelle des forêts ivres. Ce sont des forêts où il n'y a plus un seul arbre debout, parce que dans le Grand Nord, tout repose sur une sorte de ciment naturel qui s'appelle effectivement le permafrost. Et dans certaines zones, il a tellement dégelé que tout ce qui est dessus tombe. Ce sont des arbres. C'est un village inuit dont j'ai fait un reportage avec des maisons qui s'enfoncent. Et au-delà de ça, peut-être que l'exemple le plus marquant, c'est ces nomades éleveurs de rennes avec lesquels j'ai passé 2 ans de ma vie, qui vivent encore aujourd'hui, vous imaginez, en 2019 sans argent, mais qui ont pour toute richesse des rennes. C'est leur voiture, c'est leurs habits, c'est leur nourriture. Les rennes se nourrissent de lichens qui reposent sur un espace climatique qui est très restreint, très fragile. Et ce que nous constatons actuellement, et j'avais d'ailleurs fait venir la ministre de l'écologie de l'époque française pour le constater, c'est que les grands espaces de lichen, à cause du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, sont en train de se réduire et progressent donc d'environ 20 km par an vers le nord. Qu'est-ce que font donc ces nomades ? Eh bien, ils voyagent avec leurs rennes vers le nord. Et d'ici une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, ils auront fini leur voyage, parce qu'ils seront au bord de la mer Arctique. Il en sera donc fini de la nourriture des rennes, et donc de ces nomades qui vont devenir ce qu'on appelle, il a fallu inventer un terme, des réfugiés climatiques. Voilà quelques exemples, mais je pourrais vous parler des ours polaires, je pourrais vous parler de ce que j'ai constaté au cours de ces 70 000, je crois, kilomètres effectués en traîneau à chien dans toutes ces zones extrêmement fragiles de l'Arctique. C'est une accélération exponentielle avec des conséquences aussi invisibles, mais que le GIEC connaît bien, qui est que sous ce permafrost, puisque j'en ai beaucoup parlé, il y a des gaz à effet de serre, qui sont le méthane et le gaz carbonique, qui, à cause du réchauffement climatique, se trouvent libérés dans l'atmosphère, se mélangent à ceux que nous émettons nous-mêmes. Et donc là, on voit qu'effectivement, nous risquons de rentrer dans ce qu'on appelle des phénomènes d'emballement qui font très peur, qui me font très peur et qui font encore plus peur à ceux qui les subissent, qui sont pour l'instant ces personnes qui vivent dans ces zones, mais qui seront bientôt nous tous. Madame Asson-Delmotte, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco et Nicolas Vanier nous ont fait part de leur constatation sur l'évolution de la situation des océans et de la cryosphère. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les raisons scientifiques de ces évolutions ? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que dans le rapport qu'on a rendu, on a vraiment utilisé l'ensemble des disciplines scientifiques, donc la physique, la chimie, mais aussi la biologie, les connaissances des écosystèmes et enfin les sciences humaines et sociales, parce que c'est ça dont on a besoin. C'est comprendre en fait les effets directs et indirects en cascade entre les milieux physiques, les écosystèmes qui en dépendent et les sociétés qui sont soutenues, qui dépendent de ces écosystèmes. Donc vraiment, pour faire très simple, on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on piège de la chaleur qui part plus vers l'espace. Et cette chaleur s'accumule. Le plus gros du réchauffement, le plus gros de la chaleur supplémentaire rentre dans les océans. Ils en ont absorbé à peu près 90%. Donc ça amortit la perturbation à la surface. Mais c'est au prix de quoi ? C'est au prix de modification des habitats pour les écosystèmes marins, puisque les océans sont plus chauds.
On a des vagues de chaleur marine plus intenses, celles qui sont destructrices pour les récifs de coraux tropicaux ou pour les forêts de laminaires. On a également des eaux de mer qui, parce qu'elles sont plus chaudes, se mélangent moins bien, ce qui favorise une perte d'oxygène dans les eaux de mer, donc une destruction en fait, de l'habitat pour de nombreuses espèces, y compris en profondeur. Donc c'est également, bien sûr, avec l'effet de ces gaz à effet de serre en plus de ce réchauffement, une fonte généralisée de la cryosphère. Donc depuis les glaciers de haute montagne, c'est spectaculaire en fait, on le voit dans les Pyrénées, dans les Andes et partout ailleurs. Un recul de la banquise arctique, donc, qui est de plus en plus fine, de plus en plus réduite, surtout à la fin de l'été. C'est également un recul du manteau neigeux en montagne, en moyenne montagne en particulier, et puis autour de l'Arctique. Alors autour de l'Arctique, comme on perd l'effet miroir de la banquise ou de la neige, on a un réchauffement qui est encore plus fort que la moyenne planétaire, 2 à 3 fois plus important, c'est un facteur amplificateur. On a également donc, un océan qui devient plus chaud et qui gonfle. On a des glaciers qui relarguent de l'eau, qui rajoutent du volume aux océans. Et puis on a mis en mouvement par la fonte le Groenland et par l'écoulement certains secteurs de l'Antarctique. Et aujourd'hui, la cryosphère contribue plus à la montée du niveau des mers, qui a accéléré, que le réchauffement des océans. Donc ça fait partie vraiment de ce constat scientifique. Et puis le changement climatique, ce n'est pas uniquement des événements graduels, lents, des tendances. C'est des phénomènes amplificateurs, on en a parlé, c'est parfois des effets de seuil pour certains écosystèmes. Et puis c'est également des événements extrêmes qui sont intensifiés. Donc un océan plus chaud, une atmosphère plus chaude vont rajouter de l'énergie disponible, par exemple pour les ouragans les plus intenses en renforçant la vitesse des vents ou l'intensité des pluies. Un niveau des mers qui monte va favoriser le fait de dépasser un seuil de haut niveau marin et donc renforcer le risque d'inondation côtière. Et donc ceux qui sont aux avant-postes, c'est aussi tous les habitants des zones de basse terre, toutes les villes côtières, les grands deltas agricoles, qui vont être en première loge des conséquences de ce qui se passe dans l'océan, dans la cryosphère. Et puis je termine en disant les océans, ils ont absorbé à peu près un tiers, 20 à 30% de nos rejets de dioxyde de carbone. Donc ils s'acidifient, c'est-à-dire que leur pH baisse. Et c'est également quelque chose qui va se faire au prix des habitats pour des écosystèmes marins pour lesquels la fabrication de la coquille ou du squelette dépend de la chimie de l'eau de mer. Du côté du permafrost, effectivement, il y a une grande quantité de carbone gelé. On n'est pas aujourd'hui capable de dire si de manière nette, ça relègue des gaz à effet de serre. Mais plus le réchauffement sera important à l'avenir, plus on a ce risque d'ajouter des rejets extrêmement importants de gaz à effet de serre en plus des nôtres, et donc de perdre en marge de manœuvre et en capacité à limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Donc tout ça fait partie des éléments scientifiques. On voit le début de cette perturbation. Elle va se poursuivre. Mais le rythme, les conséquences de ce réchauffement pour les océans, pour la cryosphère, vont profondément dépendre de ce qu'on va faire à l'avenir. Si on baisse fortement les rejets de gaz à effet de serre partout dans le monde, le plus rapidement possible, on peut en fait limiter la casse. Si par contre, ils continuent à augmenter partout, on aura vraiment de grandes difficultés. On risque pour de nombreux écosystèmes fragiles, en haute montagne, en Arctique, dans les océans, de dépasser leurs limites d'adaptation. Et on risque également la même chose pour les sociétés humaines les plus vulnérables et les plus fragiles. Alors, Mathieu va nous présenter par la suite une projection à proprement parler sur des déclarations climato-sceptiques. Mais juste avant, on aimerait parler de ces politiques qui ne sont pas climato-sceptiques à proprement parler, mais qui n'agissent pas non plus en faveur du climat. Monseigneur, votre règne a été mis en quelque sorte sous le signe de l'écologie à travers la création de votre fondation. Monsieur Vanny, vous vous êtes fait le défenseur de l'environnement et vous communiquez aussi avec les politiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez par exemple montré ces conséquences du réchauffement climatique à la ministre de l'écologie. Et donc la question qu'on aimerait vous poser, c'est pourquoi pensez-vous que ces politiques n'agissent pas ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de changer cela ? Et Madame Masson-Delmotte, est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment informés et que la vulgarisation auprès des politiques est suffisante aujourd'hui ? Écoutez, je crois, enfin, ça m'est difficile de commenter, de critiquer ce que font les autres chefs d'État, mais il me semble vraiment qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la difficulté pour certains décisionnaires, pour certains chefs d'État ou chefs de gouvernement ou autres personnes qui ont des postes à responsabilité, d'avoir une vision à long terme. Et donc, quand on n'a pas cette possibilité-là, évidemment,
on va aux urgences et on a du mal, parce qu'on est sollicité par beaucoup d'autres préoccupations, bien sûr, économiques, sociales ou autres. Malheureusement, tout ce qui relevait du climat ou de l'environnement en général était passé un petit peu au second plan. On dit, oui, on a le temps de faire ça. Enfin, j'exagère et je schématise un petit peu. Mais voilà, mais je pense que c'est cette difficulté à consacrer assez de temps, assez aussi de moyens d'information, mais aussi de budget pour des programmes liés à l'environnement ou liés à un changement de modèle économique plus durable et en vue de mitigation du climat. Et puis il y a aussi, malheureusement, voilà, des politiques qui sont des mises en place de politiques en faveur de l'environnement qui n'ont pas l'essentiel, qui sont un petit peu, malheureusement, quelquefois, des actions qui sont ou peu importantes ou pas dirigées vers non seulement vers l'urgence, mais vers des vraies solutions. Et donc c'est cette difficulté à changer non seulement de mentalité, mais de façon de procéder pour la mise en place de vraies solutions efficaces, car des solutions existent, que ce soit en énergie, que ce soit en transport, que ce soit en manufacture, que ce soit aussi en construction. Et voilà, il faut oser franchir le pas. Et quelquefois, certains dirigeants n'osent pas franchir ce pas. Mais il ne faudrait pas qu'ils franchissent ce pas trop tard. C'est là toute la question et c'est là toute la difficulté. Puisque c'est de circonstance aujourd'hui, je vais reparler de Jacques Chirac, qui en 2005, j'étais d'ailleurs invité à l'Élysée pour ça, avait demandé à ce qu'il y ait une gouvernance mondiale de l'écologie. Je crois qu'un problème mondial, il faut une solution mondiale. Et ce dont on se rend compte à chaque réunion, c'est qu'effectivement, on a des États qui ont beaucoup de mal, pour ne pas dire plus, à se mettre d'accord. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a certes quelques Albert de Monaco dans le monde, mais il y a pas mal de Trump aussi. Donc c'est compliqué. Alors moi je crois pertinemment, profondément, j'espère avoir raison, que la solution va venir des citoyens du monde. Et en l'occurrence, moi je suis assez bouleversé, je dois dire, par la réaction de tous ces enfants qui, de par le monde, sont en train de nous dire bah, vous êtes bien gentils de vouloir nous demander d'aller à l'école pour préparer notre avenir, mais un avenir sans oiseaux, sans ours polaires, et un avenir tel qu'il est simulé par les scientifiques, on n'en veut pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a là une espèce de mouvement de fond de toute une jeunesse auquel je pense et j'espère vous appartenez, qui va justement dire à ceux qui doivent nous obéir, les chefs d'État sont là pour obéir à ceux qui les élisent, eh bien on a envie de changer, quoi. Parce que, encore une fois, il y a une très grande inquiétude, je crois, qui naît effectivement de toutes ces réunions, de ces blagues comme Biarritz, où on nous sort, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, une petite boîte à outils, alors même qu'on sait, les scientifiques nous le disent, moi j'écoute ce qu'ils nous disent, c'est que nous avons 10 ans. 10 ans pour enrayer le phénomène, notamment du réchauffement climatique. 10 ans, c'est demain. Et quand on voit aujourd'hui la mollesse avec laquelle les chefs d'État prennent, ou les gouvernements prennent ce problème, je crois que la solution, elle doit venir d'en bas. Oui, en fait, le rapport sur 1,5 degré qu'on avait rendu, il est très clair. Il montre que chaque demi-degré de réchauffement compte.
Par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas 10 ans, c'est chaque année compte. Chaque année, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère et ce n'est pas une histoire de 10 ans. Si on agit maintenant, on laisse une porte ouverte, on laisse plus d'options pour la suite. Si on n'y agit pas maintenant, inéluctablement, le réchauffement sera plus important par la suite. Et enfin, chaque choix compte et je pense que la chose la plus difficile, c'est construire des transitions qui soient justes, c'est-à-dire qui protègent les plus vulnérables, qui soit gagnant-gagnant climat et biodiversité, et qui embarque tout le monde en laissant personne derrière. Ça, c'est difficile à construire. Ensuite, il y a besoin d'agir de manière systématique. C'est-à-dire qu'il y a besoin de réorganiser les financements, massivement, les sortir des énergies fossiles, massivement, et ensuite les mettre au service des solutions. Il y a besoin de changements systématiques dans le secteur de l'énergie, électrifier la production électrique, décarboner la production électrique, décarboner les transports le plus rapidement possible, des changements dans l'usage des terres, nos systèmes agricoles émettent, le système alimentaire mondial, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a autant de leviers d'action dans ce secteur-là. Il y a la transformation des villes qui aujourd'hui concentre les ressources intellectuelles, l'économie, les moyens d'agir, la possibilité d'agir pour l'efficacité énergétique, pour une autre forme de mobilité que la voiture individuelle. Voilà, donc il y a besoin d'agir aussi dans, bien sûr, le secteur de l'industrie, avec beaucoup de leviers d'action qui existent. Donc il y a besoin de choses systématiques qui relèvent du rôle des États, pour nous de l'Union européenne, des villes, des régions, et puis il y a aussi les choix qu'on a chacun d'entre nous, comme citoyens, comme consommateurs. On a aussi pas mal de leviers d'action, mais ils ne suffisent pas. Il y a besoin de cet ensemble-là, compte tenu de l'urgence à agir. Ce qu'on montre également dans un autre cadre, par exemple le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est que parfois on a une ambition, on a des objectifs ambitieux, mais ce qui est difficile, c'est de les décliner. Parce que la gouvernance qui a été mise en place il y a un siècle, elle n'est pas adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Je vais donner 2 exemples. On a un ministère de l'Agriculture et un ministère de l'Environnement. Or, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, de l'alimentation, de la santé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Donc la séparation, c'est un frein. 2e exemple, toujours sur le même sujet, on a un ministère de l'Environnement, un ministère de la Santé qui sont bien séparés. Et pourtant, sur des enjeux d'évolution des transports, de mobilité active, d'amélioration de la qualité de l'air, de la santé publique et de l'action climat, il y a beaucoup de choses qui vont dans la même direction. Mais la gouvernance, elle n'est pas adaptée. De la même manière, on a des plans climat à l'échelle des villes, des régions, nationaux, européens, mais on ne mesure pas en fait si la somme des actions engagées aux différents échelons fonctionne bien. Donc il y a un enjeu de gouvernance. Et qu'est-ce qui ne va pas? Manque de compétences des conseillers et de beaucoup de personnes à des postes de décision. Manque de formation, simplement parce que ce n'était pas dans les programmes scolaires. Aujourd'hui, ce n'est pas enseigné à l'ENA, ces enjeux-là. Donc on a un besoin de formation urgent de tous les dirigeants. Parfois, le secteur privé marche mieux. Et il marche mieux parce qu'il se fixe des objectifs, les trajectoires basées sur la science, puis après il met les moyens en place. Les moyens en place, c'est par exemple, je rémunère en fonction de la performance. Vous baissez vos émissions, vous avez une prime. Ça marche plutôt pas mal en fait. Donc il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de mise en œuvre, il y a un problème de formation, et il y a également donc, cette nécessité d'avoir un espace démocratique, parce qu'au fond c'est un défi profond pour nos démocraties. Comment en fait on infléchit nos trajectoires de développement massivement en fait. Ce dont on parle, c'est vraiment un changement majeur par rapport à ce qui a été le moteur du développement, du progrès social sur le XXe siècle avec les énergies fossiles. Comment on le fait collectivement de sorte à ce qu'on ne laisse personne derrière? Où est-ce qu'on en débat? On n'est plus à débattre de la réalité du changement climatique ou ses impacts, on n'est pas à débattre de la véracité des projections climatiques. Ce qu'on voit depuis 30 ans, c'est ce qui avait été attendu depuis 30 ans avec des choses très grossières. L'enjeu, c'est de débattre des solutions collectivement qu'on veut mettre en œuvre, chacun à son niveau. Et l'enjeu, le dernier enjeu, c'est d'en faire une priorité, pas la chose qui vient en bas, dans une vision d'un développement durable, la chose qui vient en premier. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui va être structurante pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Structurante. Je reviens en fait à la question de l'enfance. La Convention internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on devrait mettre en priorité l'intérêt souverain de l'enfant. Ne pas agir par rapport à la question du changement climatique, c'est trahir en fait cette priorité qui devrait être la nôtre. Merci beaucoup pour vos réactions. Nous allons maintenant vous... Merci. Nous allons maintenant vous proposer de regarder une vidéo de compilation de différents propos climato-sceptiques qui ont pu être prononcés à la télévision. Je ne veux pas regarder. Et je vous encouragerai ensuite à y réagir. Vous avez pensé à mon espérance de vie, là. Alors, Madame Asson-Delmotte, vous êtes beaucoup engagée contre le climato-scepticisme, notamment avec votre ouvrage Climat, le vrai et le faux.
Monsieur Vanier, tout au long de votre vie, vous vous êtes investi pour montrer la beauté des zones polaires et lutter pour leur préservation. Monseigneur, vous avez constaté sur place les différents dégâts du réchauffement climatique. Mais en voyant de tels propos, on peut se demander si tout ce que vous faites a réellement un impact sur ces différentes personnes climato-sceptiques. Alors la question que nous voudrions vous poser, c'est avez-vous déjà pensé à tout abandonner ? Alors d'abord, moi je vous remercie de me payer grâce à l'argent de vos impôts et je revendique d'être sceptique. La science, c'est le doute. La science, c'est progresser par la réfutation, la transparence, la vérification des résultats. Là, on ne parle pas de scepticisme, on parle de marchands de doute, il faut être clair. Donc de gens qui marchent, qui piétinent les faits scientifiques, vérifiés, démontrés. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Et ces marchands de doute, je fais référence à un livre d'une historienne des sciences américaine, Naomi Oreskes, disponible en français. Je vous invite à en prendre connaissance. Il montre comment ce doute a été sciemment construit. Comme pour le tabac, comme pour l'amiante, comme pour d'autres sujets. C'est tellement facile. Les médias aiment avoir deux points de vue. Donc on va inviter un mercenaire, un scientifique d'un autre domaine, pour contester les travaux vérifiés, objectifs, rigoureux de toute une communauté scientifique. Nos médias, le fonctionnement de nos médias, il est fragile par rapport à ça. Il est fragile aussi parce qu'on n'a pas de débat de fond sur les sciences. Ça reste très superficiel ce que vous voyez là. C'est une opinion devant une autre opinion. Et dans le monde des réseaux sociaux, on est encore plus fragile par rapport à ça. Donc comment réagir ? Une formation scientifique solide, l'esprit critique, je pense que ça c'est des choses qui sont essentielles. Mais on ne peut pas en fait démonter des arguments de ce type-là en 2 minutes. Et c'est ça la grande difficulté. Donc moi en fait je milite pour une chose, l'enseignement des sciences. L'enseignement des sciences dès le plus jeune âge pour comprendre la démarche scientifique, la méthode scientifique. Quand quelqu'un parle de climat, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site internet Scholar Google. Scholar Google, c'est la base de données des publications scientifiques en libre accès. Vous tapez le nom de la personne. Est-ce qu'elle joue le jeu de la science? Est-ce qu'elle publie dans les journaux à comité de lecture ou pas? Quand vous le faites très vite, vous verrez qu'ils sont des marchands de doute, qui vont répéter des opinions et qui jouent le jeu de la science en publiant des travaux qui passent par le filtre de la relecture critique par les pairs. Et je pense que ça, on ne l'enseigne pas assez, en fait. Arriver à voir qui travaille sur le sujet comme scientifique versus qui a un avis sur le sujet. Et on a perdu beaucoup de temps. Parce que quel est le but de ces marchands de doute? Simple, quel est leur but? Quand on parle de connaissances nouvelles sur le climat, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent que quand il s'agit de transformation de la société, quand il s'agit de mettre en œuvre ces transitions. Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part que le fait que, bien sûr, que quand on veut vraiment écouter les scientifiques, eh bien, et quand on s'efforce de faire l'effort de comprendre les enjeux, on ne peut pas être climato-sceptique. C'est impossible. Pourquoi est-ce que... alors, je ne parle pas des quelques scientifiques qui sont peut-être rémunérés par des grandes sociétés qui sont forcés d'émettre des rapports contraires. Mais quand, allez, 98% des scientifiques sont d'accord, pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas? Et bon, moi, j'ai toujours... j'avais pas besoin de ça pour croire les scientifiques et pour encourager aussi les sciences en principauté. C'est une tradition familiale. Je crois, mon arrière-grand-père était, même s'il n'était pas scientifique de formation, il a embrassé l'océanographie, mais il était curieux d'autres sciences aussi, puisqu'il a aussi fondé l'Institut d'anthropologie préhistorique. Mais c'était une autre époque où les sciences émergentes étaient éveillaient une curiosité et faisaient partie d'une approche du progrès et du développement. Donc, c'est un petit peu ancré en moi depuis très très longtemps. Mais donc, j'ai pas eu à me forcer et j'ai pas eu à avoir une période de questions au fond de moi. J'ai cru dès le début que c'était un problème grave et qu'il fallait essayer d'avoir une approche constructive et d'essayer de comprendre tous les enjeux avant d'essayer aussi d'aider ce processus. C'est pour ça que à part tous les efforts que faisait la principauté dans différents programmes
d'aide à différents pays, et beaucoup de ces projets concernaient des projets environnementaux. J'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus personnel en créant ma fondation. Parce qu'il y avait de telles urgences, que ce soit en biodiversité, en climat ou en accès à l'eau, que je voulais apporter mon aide, ma petite aide et celle de la principauté à ces grands enjeux. Ouais, je crois qu'on a aujourd'hui effectivement une certitude que si on ne change pas, ça va aller très mal, pour faire simple, qui est de plus en plus incontestable. Donc il faut, et ça a été dit et redit, avec effectivement un point de départ dès aujourd'hui, il faut changer et changer complètement. Je crois que ce qui est important à faire passer comme message, notamment à toute cette jeunesse, mais pas seulement, c'est qu'effectivement on se rend compte que tout le monde a peur quelque part de ce changement, et on parle beaucoup de réduction, on parle beaucoup de transition malheureuse, et je pense qu'il est important de dire combien ces changements, effectivement, ils vont affecter notre vie de tous les jours, mais ils vont nous faire aller aussi vers un monde où on va vivre mieux. Je pense qu'on est effectivement à la fin d'un système, on est à la fin de la mondialisation, ça ne peut pas continuer comme ça. La mondialisation, rapidement, c'est quoi? C'est une espèce de course effrénée où gagne le plus antisocial, le plus anti-environnemental, en usant des moyens les plus vertueux possibles pour fabriquer le moins cher possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut changer. Et la sensation que j'ai, c'est que nous sommes à la fin, finalement, d'une période qui a duré très peu au regard de l'humanité, c'est-à-dire un demi-siècle, ou peut-être même un siècle, où on a conjugué le verbe avoir sous toutes ses formes. Ça a été avoir, 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 avoir toujours plus. Et finalement, c'est peut-être un commencement où il va falloir qu'on commence à conjuguer un petit peu plus le verbe être. Et moi, je suis très frappé à chaque fois que j'interviens, notamment concrètement, ça a été le cas, on en parlait tout à l'heure, de l'écologie, mais plus dernièrement dans des entreprises pour essayer de baisser leur empreinte écologique, ou encore plus dernièrement sur un film où on a mis en place un comportement le plus vertueux possible. Ça a été la réaction des 100 techniciens sur le film qui a été « Oh, Nicolas Vanier, il nous casse les pieds là, avec son écologie. Là, ça va. Déjà qu'un tournage, c'est galère. On travaille 14 heures par jour, mais alors si en plus, il faut… Oh là là, bon. » Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine plus tard, le régisseur a envoyé un mail à tout le monde pour dire « Grâce à vous, nous avons économisé, pour vous donner un exemple, 2847 bouteilles en plastique. Merci. » Qu'est-ce qui s'est passé le week-end qui a précédé pour ceux qui sont rentrés chez eux? Les techniciens sont rentrés fiers chez eux et ont dit à leur famille, vous savez ce qu'on a fait cette semaine? Eh bien, on a mis en place des tas de choses et voilà le résultat. Et ce dont je m'aperçois à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'effectivement, c'était la même réaction. Et au final, c'est des économies de temps, c'est des économies d'énergie, c'est des économies d'argent. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'information, bien évidemment, il y ait de la science de plus en plus, qui est d'ailleurs de plus en plus incontestable, mais qui est aussi une information peut-être encore plus grande pour dire tout ce que ça va nous apporter de mieux. Manger des fraises lorsque c'est le temps des fraises, c'est formidable. Parce que si on en mange toute l'année, finalement, on n'attend plus les fraises. Et des exemples de ce type-là, je pourrais en donner, et j'ai envie d'en donner énormément. C'est ce que je fais notamment auprès de cette génération à l'école, qui comprend ces messages-là. Je pense que c'est vraiment important. On ne va pas vivre moins bien. Ce que nous devons mettre en place, ça va nous amener vers un monde où nous allons vivre mieux. J'en suis intimement convaincu et persuadé. Madame Asson-Delmotte m'a dit qu'elle voulait redire quelques mots en réaction. Donc d'abord, en fait, je pense qu'il faut évacuer les caricatures. Par exemple, ceux qui virent les directeurs des agences spatiales en pensant que si on vire les directeurs des agences spatiales, il n'y aura plus d'incendie de forêt ni de déforestation. Ça, c'est la caricature. Le principal défi, c'est surmonter l'indifférence et le fatalisme qu'on a chacun d'entre nous. Et la dernière chose, c'est qu'il faut voir ça comme un défi formidable. Et avant, on disait baisser un peu les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on veut stabiliser l'ampleur du réchauffement climatique, c'est aller vers la neutralité carbone. 0 émission nette de CO2. C'est penser autrement. Et on est là devant des jeunes, en fait, des jeunes ingénieurs qui vont innover. L'innovation technologique, l'innovation frugale, l'innovation sociale, toutes les formes d'innovation. Et aller vers ce 0 émission nette de CO2, c'est penser complètement autrement. Et on peut le voir aussi comme un défi formidable, parce qu'il va falloir faire complètement autrement. Mettez-vous au boulot, les gars. Et les filles. Et les filles. Oui, les filles aussi.
Alors, Et les filles, bien sûr. Oui. on vous a promis que cette conférence ne serait pas simplement un constat de ce qui n'a pas fonctionné dans les années précédentes, mais qu'on allait se tourner vers l'avenir. Juste avant de vous poser une question sur les grands enjeux et sur les actions à entreprendre, je vous propose de regarder une vidéo qui montre la beauté de ces zones polaires et de sa faune. Donc on a vu ici la vidéo, une vidéo qui démontre qui montre en tout cas avec une certaine émotion les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur notamment la faune. On vous a promis de parler d'avenir, on manque un petit peu de temps et donc j'ai envie de vous demander quel est à chacun, si vous aviez une décision, un message à faire passer, quelque chose à changer, tout de suite, qu'est-ce que ça serait ? Ben, je crois que Valérie Masson-Delmotte l'a dit, c'est qu'il faut arrêter d'émettre dans l'atmosphère des milliards de tonnes de CO2 par an. Ne serait-ce que ça, je ne parle même pas des autres gaz à effet de serre, mais si on arrivait déjà à ne plus émettre, bon, évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut vraiment qu'on accélère ce processus de décarbonisation de nos économies. Et j'ai pu, avec d'autres pays, bien sûr, on n'a pas été le seul, à fixer des objectifs grâce à l'accord de Paris assez ambitieux, même pour un petit pays comme la Principauté de Monaco, c'est-à-dire 50% de la réduction des émissions à 2030, à l'horizon de 2030, par rapport au niveau de 1990, parce qu'il y a d'autres pays qui ont pris une autre date, et puis la neutralité carbone à l'horizon 2050, où j'espère même un petit peu avant. Si l'État du Maine aux États-Unis, il y avait le gouverneur de l'État du Maine parce qu'on pense que les États-Unis ne font rien, mais il y a beaucoup d'initiatives au niveau des États et au niveau de certaines grandes villes et au niveau de certaines sociétés qui sont très intéressantes. Mais si un État comme le Maine arrive à promettre la neutralité carbone à l'horizon 2045, je pense qu'on devrait y arriver aussi en Principauté de Monaco. Mais ça va demander beaucoup d'efforts, même pour un petit pays qui n'a pas d'industrie lourde, a priori, n'a pas d'industrie très très polluante, mais on a quand même, M. Fautrier le sait très bien, des vrais sujets sur la circulation, sur les immeubles, sur... Voilà, on va vers une mobilité beaucoup plus responsable et une mobilité avec un beau pourcentage par rapport à notre parc automobile de véhicules hybrides ou électriques. Mais il va falloir faire beaucoup plus dans les années à venir, mais je crois qu'il va falloir faire beaucoup plus au niveau de tous les États. Oui, alors moi je pense qu'il faut déconstruire les stéréotypes par rapport au changement climatique. Cette vidéo-là, elle a été pas mal contestée parce que c'est dans un contexte qui n'est pas forcément bien documenté. Et il faut changer ça en fait. Le visage du changement climatique, c'est pas que des icônes loin de nous, c'est tous les jeunes partout. Moi j'ai en tête en fait ces étudiants de Fidji qui m'ont dit mais 50 cm au moins de montée du niveau des mers, où on met le cimetière de nos parents? Où on le met? Ces jeunes au Botswana qui m'ont dit mais nous quand on n'a plus d'eau, pendant la saison sèche, on n'a plus la possibilité d'aller au lycée, on ne peut plus sortir de notre communauté rurale, on n'a plus accès à l'éducation, à plus rien s'il y a juste un peu moins de précipitations. Ou ces jeunes en Équateur qui nous ont dit, pareil, quand on préparait ce rapport-là, et nous, la saison sèche, quand il n'y a plus de glaciers, comment on fait pour l'agriculture? Comment on fait pour rester là quand il n'y a plus de glaciers qui alimentent en eau les cours d'eau? Pour moi, c'est ça le visage du changement climatique, ce n'est pas les ours polaires, c'est les jeunes. Deuxième chose, s'il y a une décision à prendre, c'est devant chaque parapheur, de chaque décideur, 3 questions. Est-ce que votre décision, elle renforce la résilience par rapport à un climat qui change? Est-ce que votre décision elle est compatible avec la baisse d'émissions de gaz à effet de serre de l'accord de Paris sur le climat? Et est-ce que votre décision elle permet de préserver la biodiversité? Moi, personnellement, ces images me bouleversent d'ours polaire parce qu'il est emblématique d'abord du Grand Nord et puis de tous les fondements de la biodiversité sur
sur Terre. Juste parce que je crois que c'est important d'être parfois assez concret pour donner des indications sur effectivement les conséquences de ce réchauffement climatique. J'ai travaillé avec un groupe d'experts biologistes russes, américains, allemands sur la question de l'ours polaire. Et je trouve que ça résume bien la problématique. L'ours polaire, il a une plateforme de chasse qui est la banquise d'été, dont il a absolument besoin pour se nourrir. On sait, encore une fois, grâce au travail des scientifiques, que la banquise d'été, on disait autrefois qu'elle allait disparaître en 60 ans, puis 40, puis 30, elle va disparaître vraisemblablement dans 20 ans, 30 ans. Ça dépend de l'ampleur du réchauffement. Voilà, c'est en tout cas des chiffres qui sont annoncés. Toujours est-il que le constat aujourd'hui est qu'effectivement, avec la disparition déjà d'environ 16 à 20% de la banquise d'été en certains endroits, le poids des mamans ours polaires a diminué d'autant et la natalité a baissé d'autant. Et ce que disent les biologistes qui ont travaillé sur cette question-là, c'est que si ce réchauffement de 2 ou 3 degrés, apparemment inévitable, se produisait sur 2-3 siècles, l'ours polaire aurait le temps de s'adapter. La problématique actuelle pour la faune est que ce réchauffement va se faire avec une rapidité telle que c'est ce qui se passe actuellement, la disparition de beaucoup d'espèces. Et puis enfin, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, en tout cas on a beaucoup parlé de la forêt amazonienne, mais je pense que c'est important de dire que le président brésilien est sans doute totalement inconscient et tout ce qu'on voudra, mais la forêt amazonienne, c'est nous. C'est les pâtes à tartiner chocolatées, c'est l'huile de soja, c'est l'huile de palme, c'est la consommation excessive de viande. Et lorsque on est devant ces images de la forêt amazonienne qui brûle, ému, il faut penser que c'est avec notre consommation, notre pouvoir de consommateur qui est immense, et on n'en a pas parlé ici, le pouvoir de consommateur, il est immense parce qu'il a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir effectivement privilégier les produits qui sont respectueux de l'environnement, respectueux de la forêt amazonienne, respectueux des insectes et donc des oiseaux, respectueux de la banquise, et au contraire de pénaliser tous ceux qui sont malheureusement totalement irrespectueux. Je crois que c'est important d'appuyer sur ce rôle important, très important du consommateur. La carte d'électeur, c'est bien, mais la carte bleue, je vous assure qu'elle a un sacré pouvoir, quoi. Oui, peut-être un chiffre. 1 tonne de CO2 mis dans l'atmosphère, c'est 1 mètre carré de glace de mer en moins à la fin de l'été. Un Français en moyenne, par nos émissions locales et nos importations, c'est 11 tonnes. Par personne et par an. Ça fait mal. Monsieur Vanier, vous avez parlé du président brésilien, Monsieur Bolsonaro. On peut dire sans exagération qu'il n'est pas très à l'écoute des experts du GIEC. Vous avez suivi également que les États-Unis d'Amérique ont quitté il y a quelques années les accords de Paris. Dans ce contexte, quel impact pensez-vous que ce rapport du GIEC puisse avoir dans les prochaines grandes décisions internationales ? J'espère un grand impact, mais il va falloir vraiment leur mettre sous le nez. Et ça, je ne sais pas comment le faire, à part le faire personnellement ou le faire par des personnes de confiance. Mais il va bien falloir que ce rapport ait la plus grande visibilité possible. N'est-ce pas, Valérie ? Peut-être qu'on a besoin des artistes pour nous aider. Pas Aussi. seulement des scientifiques, mais d'engagement d'autres personnes qui peuvent toucher beaucoup plus largement. On a besoin de relais, on a besoin de lui donner une vie émotionnelle. Nous, on est sur les faits, on est sur les choses factuelles. Mais pour que ça touche les gens, on a besoin bien sûr bien d'autres regards et bien d'autres angles, y compris les témoignages humains. Je pense que les conséquences, les simulations qui sont faites sur l'avenir, elles ne peuvent plus rester abstraites et incomprises. Et je vais en revenir encore une fois à Jacques Chirac, parce que c'est le mot, et j'avais oublié qu'il l'avait prononcé, de crime contre l'humanité. Je pense qu'effectivement, il y a 10 ans encore, il y a 15 ans, on pouvait prétendre qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, d'action de l'homme. Aujourd'hui, c'est quasi incontestable et incontesté d'ailleurs un petit peu partout. Donc, encore une fois, on doit
changer, mais surtout on le doit par rapport à nos enfants et à nos petits-enfants, parce que ce monde que nous allons avoir demain, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie, moi, de voir mes enfants et mes petits-enfants grandir. Et pour en revenir à ce que vous venez de dire, j'ai pas envie de parler de mes productions, mais il se trouve qu'actuellement, je suis en train de faire le tour de France, voire du monde, avec un film qui parle de la disparition des oiseaux. Et je suis effectivement profondément touché par l'impact que cela peut avoir lorsqu'on met devant le nez des gens la réalité des choses, qui est pour que les oiseaux, 1/3 des oiseaux ont disparu du ciel européen, 3 milliards en Amérique, un second tiers va disparaître. Et lorsqu'on dit et qu'on explique aux gens, avec des scientifiques qui sont autour de moi, des spécialistes qui disent bah, la question est tout simplement de savoir si on a envie ou si on va pouvoir sauver le dernier tiers. Grosso modo, est-ce que nous voulons que dans 50 ans ou dans 100 ans, pour entendre dans la forêt des oiseaux chanter, il va falloir mettre des écouteurs pour écouter des bruits anciens d'un moment où il y avait encore des oiseaux? Les gens sont bouleversés et aussitôt nous demandent qu'est-ce que l'on peut faire. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement cette association de scientifiques dont j'ai appris avec effarement tout à l'heure comment ils étaient financés, mais avec effarement, et effectivement des alerteurs de conscience que sont des hommes politiques, que sont des amoureux de la nature. Il faut tous qu'on se lève et qu'on dise tout simplement on ne veut pas que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans ce monde qui se prépare. C'est aussi, vous avez tout à fait raison, c'est aussi la disparition des insectes qui est très inquiétante. Je crois que c'est à peu près le même ordre que la disparition des oiseaux. Et donc ça, c'est ça d'un point de vue, pour des multiples raisons que vous pouvez connaître, que vous pouvez comprendre, ça aussi, c'est très inquiétant. Et puisque vous parlez de disparition des insectes, effectivement, on en revient au consommateur qui a ce pouvoir immense dès demain de pouvoir effectivement acheter des produits qui sont vertueux, qui sont respectueux d'une agriculture qui ne tue pas les insectes. Alors on aimerait avec Mathieu vous poser 1000 autres questions, mais on a pensé aussi cette conférence comme un échange avec les étudiants de l'école. Et donc on va vous proposer de répondre à quelques questions du public. Ici, tout à droite. Tout à droite. C'est droite ici. Bonsoir, je suis étudiant ingénieur en 3e année. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que tenir le pari des 2 degrés, c'est possible en gardant notre mode de vie, c'est-à-dire en continuant à se déplacer comme on le fait, à consommer comme on le fait, à étudier comme on le fait, toutes ces choses-là, est-ce que vous pensez que c'est compatible avec le système capitaliste et notre mode de vie? Système capitaliste qui marche uniquement sur la rémunération des actionnaires et qui ne prend pas en compte les aspects sociaux et environnementaux des activités humaines. Alors les 3 rapports du GIEC qu'on a rendus, ils montrent une chose très claire. Ils montrent que si la population mondiale elle continue à augmenter, si la consommation mondiale continue à augmenter, en exerçant à la fois une pression sur les matériaux non renouvelables, l'énergie et l'utilisation des terres, c'est impossible de contenir le réchauffement planétaire. C'est impossible. Et l'autre chose qu'on montre, c'est le besoin de transformation très rapide. C'est-à-dire si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, en gros, il faut que les émissions mondiales de CO2 baissent d'un quart à moitié pour le contenir largement en dessous de 2 degrés d'ici à 2030 et le net zéro à horizon 2050-2100. On n'a quasiment pas le temps de changer le système économique, il faut transformer les choses très rapidement. Très rapidement. Et c'est ça la vraie difficulté. C'est si on tarde à agir, ce sera trop tard. On aura inéluctablement mis dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui continueront à faire changer le climat par la suite. J'ai compris une certaine inquiétude dans votre question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme vous? Je pense malheureusement que non, mais j'ai presque envie de dire heureusement que non. Et finalement, ce que je pressens, ce à quoi je crois, il se résume dans une petite conversation que j'ai eue avec le président de la SNCF il y a quelques années. J'ai été amené à travailler avec la SNCF sur ces questions de réduction d'empreinte écologique. Et je lui ai dit, tu vois, vous allez dépenser vraisemblablement 300 ou 400 millions d'euros pour faire en sorte qu'on aille de Paris à Lyon, non plus en 2 heures, mais en 1 heure et demie. Eh bien, moi, je pense que d'aller de Paris à Lyon en 2 heures, c'est formidable, qu'il ne faut plus rien changer à ça. Mais en revanche, je pense qu'il faudrait dépenser la moitié de ces 340 millions d'euros, ou peut-être que je me trompe sur le chiffre, mais peu importe, là n'est pas le débat,
pour faire en sorte que le passager il soit bien et il soit heureux pendant ces 2 heures de transport. Voilà ce qui résume finalement ce à quoi je crois, et on en revient tout à l'heure à ce que je disais par rapport à la conjugaison du verbe avoir et du verbe être. Je pense que si dans l'avenir vous conjuguez un petit peu moins le verbe avoir, avoir toujours plus, un téléphone tous les 2 ans, puis tous les ans, puis tous les 6 mois, puis tous les 1 mois, je ne pense pas que ça nous amène un petit peu plus de bonheur que d'aller toujours plus loin, plus vite, dans la surconsommation. Je crois qu'au contraire, que ces changements fondamentaux, finalement de philosophie, vont nous amener vers quelque chose de bien. C'est ce à quoi je crois et ce à quoi je veux croire. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai une question pour vous, Monseigneur, en fait, j'aimerais savoir de quelle manière, très concrètement, vous investissez votre argent par votre fondation. Est-ce que vous financez des ONG? Est-ce que vous financez de jeunes entreprises, des startups qui œuvrent pour l'environnement? Voilà. Merci. Oui, on fait un petit peu de tout cela. En tout cas, tous les projets dans lesquels nous nous sommes engagés vont vers des projets concrets à la fois sur le terrain, mais aussi il y a une partie médiation. On a financé aussi des conférences, des publications, des films, bien sûr sur des sujets liés à l'environnement. Tous nos projets sont en principe en partenariat avec d'autres ONG et d'autres grandes organisations. On a pu ainsi établir, je crois, un beau réseau de plus de 100 organisations ONG différentes. Et puis, oui, on a soutenu aussi des efforts de projets innovants, que ce soit par des startups ou par d'autres groupes, sur non seulement la mobilité, la mobilité propre, mais aussi sur plein d'autres sujets qu'il serait trop long d'énumérer ici, mais on a plus de 450 projets depuis 2006 sur les 5 continents. Alors nos zones prioritaires sont les pays en développement, les zones polaires et le bassin méditerranéen. Mais nous avons été amenés à participer à des projets dans plus de 60 pays, je crois. Je n'ai pas fait le compte exact. Mais donc voilà, je crois qu'on a pu, j'espère qu'on a pu aider à amener une valeur ajoutée sur certains projets. Alors certains projets ont été très modestes, notre participation a été très modeste, mais et d'autres sont de plus grande envergure et sur une plus longue durée. Mais je pense qu'on a réussi à se joindre à d'autres grandes organisations internationales pour essayer d'améliorer les choses. Bonjour. Alors moi j'aimerais vous poser une question. Je trouve souvent que quand on donne des exemples de à quoi ressemblera la Terre dans 50 ans et les risques pour la Terre, on donne souvent des exemples isolés ou des choses un peu, pas abstraites, mais par exemple dire le niveau de la mer aura augmenté de 5 mètres, on se dit et alors quoi? Et du coup j'aimerais vous demander, dans un scénario catastrophe, est-ce que vous êtes capable de donner des exemples globaux de à quoi ressemblera la Terre dans 50, 100 ans et l'humanité? Parce que je pense que c'est une question pour vous, mais j'allais oublier de dire que nous finançons aussi, la Fondation, nous finançons des bourses pour des jeunes chercheurs en collaboration avec le GIEC, pour des jeunes chercheurs dans les sciences du climat, et des chercheurs qui viennent de pays très très différents, de pays d'Asie, de pays d'Afrique. Et donc ça, c'est un programme que nous avons établi avec le GIEC depuis 5 ans maintenant, oui, 4 ou 5 ans, voilà. Et nous en sommes très heureux.
Oui, alors en fait, nous, dans le rapport, on examine différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre futures, ce qu'on est capable de projeter à l'aide d'outils quantitatifs d'évolution, et comme vous le dites, ça paraît abstrait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en s'ancrant sur des géographies, les régions de haute montagne, avec chaque contexte particulier, les régions polaires, arctiques ou antarctiques, avec en Arctique des peuples autochtones qui ont des modes de vie particuliers, mais aussi des grandes infrastructures à 70% construites sur les sols gelés. En travaillant sur les géographies les plus à risque par rapport à la montée du niveau des mers sur le littoral, certains grands deltas, des grandes villes, on peut parler de, je sais pas, Shanghai, le delta du Mékong, ou des petites îles en développement du côté du Pacifique. Là, on est dans le concret, on est sur des études de cas qui permettent de voir quelles seront les conséquences à horizon 2050, à horizon 2100, en fonction des émissions de gaz à effet de serre, en fonction des choix de développement locaux. Quelles seront les conséquences pour les risques? Quelles seront les options pour la gestion de risques? Donc je ne peux pas en fait vous faire un panorama d'ensemble. Ce qu'on a fait également dans ce rapport-là, c'est qu'on a fait le choix de rapporter les événements à faible probabilité d'occurrence, là où on n'est pas capable, on est devant de l'incertitude profonde. On n'est pas capable de dire à quel niveau de réchauffement ça va se produire, ni quand. Mais par contre, on décrit si cela se produit, alors voilà quelles seraient les conséquences. Donc si on a des relargages importants de gaz à effet de serre du côté des sols gelés, voilà l'ordre de grandeur qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui. Si on a un ralentissement important de la circulation de l'océan Atlantique Nord, voilà ce que ça impliquerait pour les régions voisines de cet océan. Donc on la rapporte de cette manière factuelle-là. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans notre rapport, la manière dont il est construit, plus largement, c'est vraiment l'idée de vous permettre de faire des choix. Faire en sorte que cette information scientifique sur différents scénarios, en fonction de différents choix de développement, chacun puisse l'utiliser dans sa communauté, imbriquer les savoirs scientifiques avec les connaissances locales, avec les connaissances autochtones dans certains cas, de sorte à ce que ça stimule des processus de délibération et des décisions, des choix qui soient les plus informés possibles. Nous vous remercions tous d'être venus à cette conférence symposium. Nous remercions nos trois invités, Valérie Masson-Delmotte, Monseigneur Albert de Monaco et Monsieur Nicolas Vanier, d'avoir fait l'honneur de votre présence ici. Et bien écoutez, merci beaucoup d'être venus. Vous allez pouvoir ensuite vous restaurer en haut à notre buffet classique des conférences symposium. En tout cas, merci beaucoup. On espère vous revoir à la prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.